Oui, bonjour, bravo d'être présent et je suis très heureux d'être parmi vous, chers amis, chers camarades. Bravo. Alors c'est vrai que cette semaine est un peu particulière, parce qu'à la fois nous avons le mage, au général bien sûr, qui est toujours sacré quelque part, hein. Il y a toujours une dimension sacrée dans un hommage, et ça fait 54 ans maintenant qu'il est décédé. Et puis il y a aussi une divine surprise, qui est elle très profane. C'est effectivement l'élection de Trump. Une élection, la petite surprise, c'est quand même le niveau électoral. Il y a 5 millions, il y a plus de 5 millions de voix de différence entre les deux candidats. Quand même, c'est un peu à marrer. Donc ça, c'est intéressant. Excusez-moi. Et donc il y a cette dimension profane et sacrée cette semaine que nous vivons ensemble. Et le général de Gaulle, ça nous renvoie au général de Gaulle en fait, parce qu'il avait aussi cette vision profane et sacrée. Vous voyez, quand on va à l'église qui jouxte son tombeau, sa tombe au général, on rentre dans l'église et puis si ça vous intéresse, en fait l'expérience, vous verrez, vous allez, vous rentrez dans la chapelle, enfin dans l'église, et vous allez au 10e rang. C'est toujours là où il se situait le dimanche matin à l'office, au 10e rang. Pourquoi au 10e rang ? Parce qu'il était à équidistance entre Jeanne d'Arc d'un côté et Clovis de l'autre. Et ça, c'est quand même assez beau, assez impressionnant. Et De Gaulle l'a fait donc entre le sacré et le profane. Et il l'a fait aussi dans sa carrière politique avec ce qu'il avait à son époque. C'est-à-dire avec les forces politiques qu'il avait. Mais en fait, contrairement à ce qu'on pense, il est resté assez équidistant des deux forces politiques. Et c'est ce qui d'ailleurs à la fin l'a trahi et l'a fait tomber de son piédestal de président. De Gaulle n'a jamais aimé la gauche et les communistes. Il disait notamment, les gens de gauche ont rarement de grands projets, ils font de la démagogie et se servent des mouvements d'opinion. La gauche tire vers le haut de la société vers le bas, par idéal d'égalitarisme, et c'est comme ça qu'on a fini dans l'abîme en 1940. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le même homme qui n'aimait pas la gauche, même s'il appréciait Mendès France, en tant que personne politique, eh bien c'est le même homme qui, dès 1942, a une idée, 1942, d'accord ? Oui, l'intérêt de la date. Qui, à cette époque, avait déjà une idée particulière d'une réforme structurelle sociale de grande importance et de grande envergure. Il dit en 42, dès 42, une réforme de structure, la plus grande révolution de son histoire. C'est une révolution que la France entreprend, la France trahie par ses élites et ses privilèges. En 43, il faut un régime économique tel qu'aucun monopole, aucune coalition ne puisse peser sur l'État. Que les principales sources de la richesse soient administrées ou au moins contrôlées par la nation. C'est pas quelqu'un de gauche qui disait ça, c'est Charles de Gaulle qui instaure le contrôle du crédit dès le 15 mars 1944. Réforme de structure, il en fait, beaucoup plus que Blum en a fait en 1936, qui n'en a pas fait. Et pendant son second septennat, en 1965, il gagne, mais il n'y a pas d'otage, ce qui pour De Gaulle est quand même difficile à vivre, bien sûr, il perd 3 millions de voix à l'époque, d'accord ? Mais pendant cette campagne, il déclare, donc nous sommes en 65, donc il y a un continuum dans sa pensée, le système social qui relègue le travail au rang d'instrument et d'engrenage est selon moi en contradiction avec la nature humaine. Le capital porte en lui les motifs d'une insatisfaction massive et perpétuelle. Il importe de construire en France un régime où chacun participera à la marche de l'œuvre collective dont dépend son propre destin. La question qui se pose alors de son vivant, c'est pourquoi il ne l'a pas mis en place. Et moi, ça me rappelle ma bonne maman qui disait, oui, De Gaulle, c'est sympa, c'est bien, mais quand j'étais enfant, vous voyez, et qui disait, c'est bien, mais De Gaulle, il s'occupe plus de la France que les Français. C'est quelque chose qu'on entendait à l'époque. Et on n'a pas connu ça ici, bien évidemment. D'accord ? Mais c'est ce qu'on entendait effectivement, l'idée que De Gaulle, oui, s'occupait de la France, c'était
côté. La question c'est pourquoi il n'a pas été le temps de mettre en place. Alors le premier septennat c'est très simple, il assure les milieux d'affaires et les milieux économiques parce qu'il arrive au pouvoir en complotant d'ailleurs, ceci est un détail, mais un complot quand même, gaulien pour reprendre le pouvoir, hein, on lui donne pas le pouvoir, on va pas le chercher en lui disant ça c'est des petits rêves pour enfants ça, d'accord? Il n'était pas comme ça. Il a effectivement comploté, il a réussi à comploter efficacement pour revenir au pouvoir. Et c'est légitime, bien évidemment, d'accord? Comploter avec les forces militaires notamment, jouer l'un contre l'autre, et la peur des politiques par rapport à ça. Mais tout ce premier septennat, il est complètement, bien sûr, vous le savez, bloqué, complètement annihilé par la guerre d'Algérie, les accords d'Évian 62, l'OAS, etc. D'accord? Quand on arrive au second septennat en 65, il y a une ouverture possible parce que la France se redresse, la France va beaucoup mieux, etc. Mais il se passe alors mai 68. Et mai 68, c'est effectivement la trahison, fondamentalement, des... Alors bien sûr, hein, politique c'est souvent le cas. Vous amenez quelqu'un en Premier ministre comme Pompidou, Monsieur Pompidou. Bon, avec un mot comme ça, on aurait pu penser que c'était pas bien méchant, Pompidou. Vous voyez ce que je veux dire? Pas un nom très sérieux. Oui, mais la trahison a été très forte. Alors au début du premier septennat, qu'est-ce qu'il fait? Il nomme à l'économie et aux finances Pinet. Alors c'est la rente Pinet, ça sécurise vraiment les milieux d'affaires et les milieux économiques. Ensuite, c'est Von Bob Gartner qui est le président de la Banque de France. Tranquille. Et puis ensuite, c'est Giscard d'Estaing, pour le second. Et c'est un poulain, en fait, de Pinet, Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, d'accord? Qui sera après le président, après la mort de Pompidou. Et donc, ces gens-là vont effectivement comploter à un moment donné contre le général de Gaulle pour effectivement lui faire perdre le pouvoir, parce que les milieux d'affaires ont extrêmement peur, de ce qu'on peut appeler le mur de l'argent au sens large. Ils ont une peur bleue de cette notion, effectivement, de participation. Vous voyez, notion économique de participation. Alors ils en ont fait quelque chose qui, bien sûr, n'est pas du niveau du tout de ce que voulait le général. J'en veux pour preuve ce qu'il disait le 29 juin, à la veille des élections du 30 juin 1968, il disait « Il s'agit d'accepter la vaste mutation sociale qui seule peut nous mettre en état d'équilibre humain. Il s'agit que la participation devienne la règle et le ressort de la France renouvelée. » Il voulait faire en sorte que la participation touche l'ensemble du tissu économique français. Mais ça, c'était un risque majeur pour les forces de l'argent. Il rencontre Pompidou le 3 juillet, vous voyez, on est le 30 juin, il rencontre le 3 juillet. Et il discute et il se dit, alors, vous êtes décidé donc à appliquer la participation? Pompidou répond, je voudrais bien en général, mais je ne sais pas ce que c'est, la participation. De Gaulle a compris. Le 6, il se revoit et il dit, et Pompidou lui dit, j'ai réfléchi et je veux bien à nouveau être Premier ministre. Parce qu'il se demandait s'il allait arrêter ou continuer, vous voyez. Et De Gaulle lui répond, ah, dommage, vous me l'auriez dit avant, mais je l'ai promis le poste à Coupe de Murville. C'est trop tard. De Gaulle avait compris qu'effectivement Pompidou le trahissait. Et la trahison suivante, ça a été Valéry Giscard d'Estaing qui, le référendum avait été annoncé. La nature du référendum, elle n'avait pas été décidée d'un point de vue spécifique au niveau de l'intitulé. Et il s'est rendu compte, De Gaulle, que s'il faisait le référendum sur la participation, c'était l'effondrement. Alors il a fait sur une problématique annexe qui était la régionalisation. 15 jours avant la régionalisation, d'un seul coup, c'est devenu un référendum des milieux d'affaires et des milieux économiques contre De Gaulle. Giscard d'Estaing, 15 jours avant, a annoncé qu'il voterait contre le référendum. C'était effectivement la trahison des clercs. D'accord? C'est ça, c'est le mur de l'argent qui l'a empêché de mettre en œuvre cette, pour lui, innovation structurelle sur le plan économique, alors qu'ils en ont fait ensuite, après, simplement une réforme sociale intéressante pour les salariés dans les grosses entreprises, qui correspond à peu près aujourd'hui à 5 millions, à peu près 5-6 millions, je crois, de personnes qui touchent la participation et l'intéressement. De Gaulle voulait en faire tout autre chose. Il voulait en faire une révolution sociale. Il voulait faire une participation, il voulait que les gains et les profits permettent au capital
mais aussi au travail à la hauteur de sa participation. Ce qui n'a pas été possible. Alors, Pompidou disait, il va consacrer la ruine de l'industrie privée. Alors aujourd'hui c'est drôle quand on entend ça, hein, parce qu'ils ont bien ruiné l'industrie privée et ils n'ont pas eu besoin de ça pour le ruiner. Hein. D'accord? Pardon. Alors, simplement pour finir, je dirais que ce qui ressemble à Pompidou, ce qui rassemble Pompidou et Macron, c'est qu'ils viennent tous les deux de chez Rothschild. D'accord? Bon, la différence, c'est vrai, c'est que Macron, il n'y a pas de risque, il n'a jamais affolé les milieux financiers et les milieux d'affaires. Jamais il les a affolés, d'accord? C'est même, je dirais, la seule classe sociale qu'il n'a jamais affolée. Tous les autres, il les a affolés grave, d'accord? Alors, nous avons tout fait de nous inscrire dans la problématique et dans les pas du général en matière de réforme sociale structurelle. Et de reprendre cette romance dont il parlait lui-même, hein. Il parlait de cette romance de la grandeur de la France que je n'ai pas cessé de chanter à mon pays, qui est aussi le nôtre. Et pour terminer, je vous citerai une citation générale qui, moi, m'aide par moments quand j'ai un petit coup de blues. Les nouvelles ne sont pas toujours bonnes comme cette semaine, bien évidemment, vous le savez. C'est la citation suivante. Soyons fermes, purs et fidèles, au bout de nos pensées, il y a la plus grande gloire du monde, celle des hommes qui n'ont pas cédé. Merci à vous. Bravo. Et maintenant, je passe bien évidemment la parole à notre président.